Salut les devins, c'est Saikyo. Bienvenue dans ma review de l'épisode numéro 11 de Dragon Ball Daima. Celle-ci arrive entre guillemets tardivement pour les raisons déjà exposées au cours de ma précédente vidéo Boruto. On va donc se focaliser sur les axes principaux de l'épisode titré Légende. Est-ce qu'il va rentrer dans celle-ci? Je ne le pense pas, mais il fourmille de détails fort intéressants, de petites nouveautés de ci de là également, un élément qui a de quoi faire grincer les dents évidemment. Et justement, commençons du côté Namek et en priorité par Neba. C'est de lui que tire son titre l'épisode car il est le Namek de la légende. Il viendra de lui-même à la rencontre de Piccolo et de sa bande, le reconnaîtra malgré son aspect chétif en tant que Namek guerrier et malgré son grand âge sera beaucoup plus vivace qu'il ne le montre à l'accoutumée et a priori jouer un jeu avec Goma, ce qui désormais ouvre très grand le champ des possibles quant à son triple quadruple jeu, ne serait-ce avec la Z-Team également. Dans quel camp se situe Neba? On ne le sait pas, mais il y a quelque chose d'intéressant avec lui, c'est qu'il soit gentil ou méchant à la fin. C'est pour le moment un excellent personnage et on a de bonnes raisons de penser qu'il le restera, car soit il va honorer sa forme de légende, cet aspect entretien du monde originel des Namek, tel qu'il le peut à la force de ses bras pour le jour où son peuple reviendra au bercail, ou bien il peut être un ennemi ultime, assimiler Piccolo, assimiler Dende. Évidemment tout cela serait décousu après pour recoller avec la suite, mais en tout cas pour cette trame pourrait gagner des pouvoirs ainsi, nous faire un truc à la Slug, à la démon Piccolo Daimao. Il a des connaissances phénoménales et il connaît Katatz, le père de Piccolo. On en a discuté à quelques reprises ces derniers temps, on pressentait sur la chaîne évidemment que le sujet allait être posé sur la table. Ça me fait toujours bien sourire. Ces fois extrêmement nombreuses où Akira Toriyama recolle avec le lore de sa propre série. Pour quelqu'un qui est censé l'avoir totalement oublié, il arrive à faire fermer quelques clapets. Malheureusement pas tous, vis-à-vis de ce Piccolo qui ne sait pas parler le Namek, ou du moins qu'il ne sait plus. Là est la nuance dans l'épisode, il faut tout de même la préciser, il ne dit pas qu'il ne sait pas, qu'il n'a jamais su, mais que c'est un savoir qui lui échappe désormais. Je trouve malgré tout, malgré cette explication, l'apport de cet élément-là maladroit, un peu comme s'il était là pour arranger la tournure scénaristique des choses pour Akira Toriyama de son vivant ou autre, quand l'on sait que Kami a probablement passé des centaines d'années sur Terre, un être entre guillemets divinité, et qu'il parlait très bien le Namek, Piccolo qui est la réincarnation de Piccolo Daimao, réconcilié dans tous les sens du terme avec Kami, et en plus de ça il a Nail qui était l'assistant de Saichoro, le doyen des Namek, et il dispose de son savoir. Il avait reconnu Dende, il l'avait nommé ainsi alors qu'il le voyait pour la première fois, grâce à Nail et les puissances qu'il en extire. Perdre tout d'un coup l'usage du Namek me paraît assez étrange. Il le parlait il y a de cela pas si longtemps face à Kami lui-même qui possédait le corps d'un humain au tournoi des arts martiaux. Ce que j'aurais préféré, c'est que Piccolo parle un Namek impur et rodé, voire même qu'il le baragouine, que Neba justifie cela en se disant « c'est sûrement le vœu de Goma qui t'a affecté sur ce plan-là ». Il y avait mille et une justifications pour que ça se passe mal du côté de Piccolo avec l'usage du Namek. On aurait même pu avoir Neba qui parle la langue dans sa matrice originelle d'une manière dont Piccolo la comprend que très peu. C'est quelque chose qui arrive avec divers langages dans notre vrai monde. Ils sont dénommés pareil mais ne s'expriment pas du tout de la même manière. Ça ressemble quand on ne la connaît pas, mais lorsqu'on la pratique, lorsque l'on essaye d'échanger, on ne se comprend presque pas. Ça aurait pu être ça, le langage pur d'origine de Neba par rapport à celui qui a été vachement vulgarisé, dont on a un petit peu tordu le cou au fil des années de la part des Namek. Bon, évidemment les Namek perpétuent leur culture. Cette pilule-là aurait peut-être eu du mal à passer, mais bon, on parle quand même du Namek qui est encore enfoui au cœur du royaume d'origine, qui ne l'a jamais quitté. Je le trouve tout de même bien informé ce Neba sur la planète Terre, évidemment sur Katatz. Il semble avoir réponse à tout, ce qui est plutôt logique, il est un puits de science, mais le personnage est extrêmement énigmatique. Il m'aura évidemment généré une poussée d'émotion lorsqu'il aura fredonné, marmonné le tout premier opening du tout premier animé Dragon Ball. C'est plus qu'un hommage de la part d'un personnage tel que Neba, et ce serait vraiment très fort dans le lore d'une œuvre qu'une chanson folklorique à l'intérieur de celle-ci nous soit révélée évidemment a posteriori comme relié directement au premier générique de la série. Ce serait incroyable, comme une sorte de chant pratiqué par les Namek, peut-être en période de fête après qu'un vœu ait été réalisé, car fut une époque selon lui où il n'y avait pas les Tamagami, les Dragon Ball étaient là pour récompenser les Namek. Les récompenser de quoi ?
on ne sait pas. Ça peut être diverses choses, de leurs travaux, de leurs combats face aux menaces démoniaques, de leur collaboration avec les Glynde dont ils partagent relativement le monde, en tout cas le deuxième. D'ailleurs, petite pensée, si ce Neba s'avère être méchant et qu'il le cache, il se peut que les autres Namek les fuient à lui, perçu comme une légende bien trop gentille, ayant permis à des Dragon Ball d'être là en guise de récompense, etc. Ça a l'air tellement beau, peut-être trop pour être vrai, alors quand les gens ne sont que bonté et générosité, ça paraît également ainsi, et on a du mal à les croire jusqu'à ce qu'ils s'exécutent. On connaît tous, fort heureusement, ce type de personnes dans la vraie vie, et il y en a parfois qui cachent tellement bien leur jeu que l'on ressent cela une fois qu'ils nous ont planté le couteau dans le dos, et les deux cas sont terriblement possibles avec Neba. Son intérêt vis-à-vis des Dragon Ball, se demandant combien en ont été récupérés, d'ailleurs n'arrive-t-il pas à les percevoir? Je remets beaucoup de choses en doute, bien que je lui en préserve le bénéfice concernant ses intentions. Grâce à lui, on aura pu voir un visuel somptueux de Porunga, le dragon de Namek, et on se rend compte à quel point ce type de design-là, bien manié, soigné, est incroyable. Je me pose des questions concernant la création des Tamagami. Le deuxième me met un petit peu plus la puce à l'oreille. Alors certes, ils obéissent et réagissent tous à Neba, mais je trouve qu'ils ont, de manière un petit peu subtile dans leur design, des choses qui s'apparentent aux Majin créés par Harinshu, notamment au niveau de la bouche. Et je me demande si Neba a réellement été capable de donner forme et vie à de telles créatures à lui tout seul. Je me demande si les Tamagami ne sont pas des créations peut-être de concert entre Neba et Marba, fut de cela des temps immémoriaux également. Dans le but direct de protéger les Dragon Ball ou non, c'est encore une autre affaire, mais il y a un truc qui cloche, et je me demande comment ce type-là a pu les créer, comment peut-il les contrôler, et on a vu grâce à Marba qu'avec la salive, une certaine potion, on pouvait en arriver à certaines créatures assez dociles. Si Neba n'est pas celui que l'on croit, il aurait même pu fournir des dépouilles de Namek, les plus puissants parmi les guerriers, afin de créer ces Tamagami. Ça ne serait évidemment pas la seule base, il aurait pu les soumettre grâce au savoir-faire de Marba, ainsi que sa propre salive ou ADN qu'il aurait insufflé là-dedans. Voir cela être mis en place par Harinshu en marge que l'on en découvre sur Neba me met un petit peu la puce à l'oreille. Dans tous les cas, et c'est vraiment ce qui est réjouissant avec le personnage, qu'il cache quelque chose de sombre ou de lumineux, il est super intéressant. Et à chaque fois qu'il s'exprime, qu'il se mouvoie, on se demande quelle va être sa prochaine étape. Son interaction avec la Z-Team n'est probablement pas anodine, que cela soit pour contrer Goma ou bien la faire à l'envers à Goku et ses alliés, jusqu'à demander de les accompagner. C'est bien loin d'être anodin ça. C'est un gros indice à minima concernant le fait qu'il désire s'impliquer dans cette aventure. Et lorsque le Tamagami le verra, il sera évidemment soumis, comprendra qu'il n'a pas affaire à du menu fretin, mais donne aussi l'impression de comprendre, rien qu'en croisant Neba du regard, que ça y est, c'est le moment. Comme si quelque chose de très attendu est en train de se produire grâce à Goku et Vegeta par exemple, dont justement du côté de Harinshu. Comme on s'y attendait, un nouveau Majin va être créé. Il s'appellera Majin Buu. Un abonné me faisant une remarque excellente me disant qu'il avait remarqué que le nom semblait suivre une forme de logique en fonction de la puissance du Majin. Majin Ku la fraude, c'est un K. Majin Buu est largement au-dessus de Ku, c'est un D, ça se place avant. Majin Buu roule sur Buu et Ku actuellement. C'est un B. Alors dans cette suite-là, ça fait bizarre de penser à AU ou AU, mais on sait également qu'au Japon, il y a d'autres lettres qui appuient une sensation de primauté de force. Ce sont le S et au-delà de ça, le Z. Et ça paraît plus prononçable. Majin Su ou Su et peut-être Majin Zu. En tout cas, la porte de création de nouveaux Majin semble être close. On a terminé d'utiliser l'essence de Majin Buu. On a utilisé l'autre grain de Sabaiman, probablement d'autres ingrédients primordiaux. On se retrouve avec ces deux êtres-là. Et un Majin Buu qui a l'air autant ridicule que puissant. On pourra se moquer de lui autant que l'on veut, tête de son adversaire au milieu de son fessier, etc. En se ridiculisant lui-même, Buu ridiculise le Tamagami numéro 1. A priori le plus puissant des trois. Ce qui m'amène d'ailleurs à parler de ce que j'aime un peu moins dans cette série. Déjà cette sensation de casser le Tamagami numéro 1 qui a probablement de la ressource qui, je l'espère, nous en mettra plein les yeux ensuite. Mais on voit Goku et ses amis galérer contre le 3 et le 2 comme si ces murs étaient insurmontables. Et derrière t'as un Majin Buu qui est en train de se promener quasiment, j'abuse un petit peu, face au premier des Tamagami, dans le premier monde des démons et tout ce qui va bien. Ce type de deux poids deux mesures est un petit peu frustrant, me permettant d'embrayer sur également la question du
rythme. Il y a à l'intérieur de cette série en général, à l'intérieur des épisodes au détail, des variations de rythme très étranges. Et on l'a vu avec ce 11e épisode, un début riche en informations mais assez longué. Et avec la mise en appétit à la fin, au moment où le générique arrive, on se dit mais attends, c'est pas possible, on vérifie avec la télécommande ou autre. On est vraiment à la fin de l'épisode, il reste pas un petit morceau là. Voilà, c'est un petit peu ce ressenti que j'ai depuis les débuts de la série. Bon, pas forcément avec les 2 premiers, mais à partir du 3... plus ou moins. On a eu beaucoup de références dans l'épisode, évidemment Neba, comme je l'ai dit, qui reprenait l'opening d'origine, Majin Buu et Ku qui font des références à Dr Slump, la manière dont Ku part faire des courses, il avait dit qu'il était fort pour faire des courses, et c'est vrai, il a fait ça super rapidement, ramener du chocolat à Buu. Sa manière de courir, c'est donc le fameux Harale Run, tel que Pan l'a fait aussi dans DBS Super Hero, le fameux Encha, ça provient directement de Harale, Marba, Arinsu, d'où le feront. Voir Arinsu être tourné en dérision, c'est typiquement du Toriyama, mais est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Je ne suis pas sûr. L'avez-vous remarqué? Mais j'ai aussi l'impression quand elle s'exprime, j'aime beaucoup ce que fait sa comédienne en termes de boulot. On dirait une Zamasu féminine, et pas dans le sens plagiat, copie, pas du tout. Quelque chose d'assez original, mais qui est un petit peu héritière de ce qu'a pu faire le comédien sur Zamasu à l'époque, et ça me plaît beaucoup, si vous me permettez le jeu de mots. Concernant ces créatures, je vous en ai parlé à 1001 reprises, il est fort probable qu'elles se consomment elles-mêmes. Alors oui, Ku est extrêmement attaché à Buu, il dit qu'il a toujours rêvé d'avoir un frère. Ça m'a bien fait rire le toujours alors que le type est là depuis un épisode. De quoi rêvait-il lorsqu'il était sous une forme de bille de Sabaiman? Mais bon, mais je n'ai pas l'impression que c'est véritablement réciproque. Majin Buu est beaucoup plus puissant, Majin Buu a un design beaucoup plus évolué. Mine de rien, malgré son aspect rondouillard et tout ce qu'on veut, il est beaucoup plus proche d'un être comme Majin Buu que Buu. Vous le voyez au niveau de ses sortes de bracelets, au niveau des yeux, la forme au niveau de sa tête beaucoup plus proche de Majin Buu. J'ai vu des gens dire mais pourquoi est-il plus réussi alors qu'il ressemble à Majin Buu en sortie du cocon? La réponse elle est très simple. Dr Arinsu a chopé l'essence de Majin Buu en sortie du cocon et pas de Majin Buu pur. Et ce Majin Buu me rappelle l'instabilité de Buu à ce moment-là. Sûrement à l'époque tiraillé par son environnement interne. Kaioshin absorbé, donc des glindes bénéfiques. Son essence maléfique, sa perversion de par le monde des humains qu'il a côtoyé d'après Toriyama en interview, qui l'a rendu beaucoup plus malsain, pour au final recracher le Buu gris qui lui-même l'a consommé et a donné Super Buu. Alors que cela soit Super Ku, Super Buu, Su, Zu, tout ce que l'on veut, je me rends compte que ce Buu est beaucoup plus proche du Buu d'origine, qu'il a l'air beaucoup plus malléable en matière de corps. Son état d'esprit ressemble beaucoup plus à celui qui avait trahi Babidi à l'époque. Beaucoup d'éléments, d'indices sont là pour faire le parallèle, ce que j'ai cité en matière de design, l'attrait pour le chocolat, la couleur rose, lorsqu'il y a eu l'amoncellement de matière organique au moment de sa création, alors que sur Ku c'était vert. Là on est vraiment beaucoup plus dans la coloration de Majin Buu. Cet être a aussi l'air de se découvrir. On l'a vu lorsqu'il balance une vague de ki, qu'il se crame la tête lui-même. Il découvre ce qu'il est capable de faire et pourrait se découvrir une capacité d'absorption. Si tel est le cas, que cela soit face au Tamagami, face à Ku, face à l'Onseki, capacité également de transformer en bonbons, en chocolat, en biscuits, le résultat peut être colossal. L'arc Majin Buu en est une preuve. On aura revu le Kraken dans l'épisode qui me fait également penser à la tête de Buu, vu qu'il ressemble à la tête de Buu, qui selon moi ressemble à celle du Kraken. La boucle est bouclée. Je me demande vraiment si ce Kraken a participé à l'essence de Majin Buu et à sa conception. Certains disent mais pourquoi Vegeta galère autant face au Kraken? On n'y peut rien, si le Kraken est craqué, on fait avec. Ce n'est pas vraiment du ressort de Vegeta, mais plutôt du Kraken, et Vegeta peut aussi déployer des transformations, donc attendons. En tout cas, je remarque vraiment une scission dans la relation entre Buu et Ku. On peut l'apercevoir comme fraternelle, mais elle ne l'est vraiment que du côté de Ku. Buu me donne l'impression qu'il pourra trahir Ku s'il n'a pas son chocolat, s'il veut évoluer, s'il veut se sauver, s'il n'est pas content pour X ou Y raison. Sa manière de redemander à Arinsu s'il doit vraiment aller au combat face au Tamagami m'a mis la puce à l'oreille concernant le fait qu'il n'obéissait pas à 100% mais qu'il avait quand même besoin de recevoir l'ordre à nouveau. La manière dont il a su surprendre le Tamagami, dont il se surprend lui-même. Autant on a bien rigolé sur le dos de Ku, autant ce Buu est à surveiller comme du petit lait sur le feu. Vraiment, j'en suis persuadé. Une dernière remarque pour aujourd'hui concernant ces Majin, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec le logo de Daima. C'est vrai qu'il a l'air d'avoir été fait à la sauvette, on est tous d'accord. Peut-être qu'on s'y habitue, ça devient de mieux en mieux, tant mieux j'ai envie de dire. Mais ce coup de peinture qui a l'air d'avoir été posé en fond, qui démarre par du jaune et se termine de plus en plus violacé, est-ce que ça ne ferait pas penser à du Majin? À gauche,
plutôt proche de l'écurie de tout ce qui est doux et cool, et à droite beaucoup plus proche de Majin Buu, comme si l'on commençait par cela et terminait par l'autre, et que l'on allait transiter progressivement et se rapprocher de plus en plus, voire même surpasser, allez savoir, ce qu'était Majin Buu. Y a-t-il un message dans ce logo? Choix qui a été fait à la sauvette, choix artistique, je vous laisse en juger en zone commentaire. Vegeta face au Tamagami, on a la confirmation de ce que j'émanais durant ma preview de cet épisode, l'affiliation du Tamagami numéro 2 à l'eau, Pandy qui va s'amuser à comparer Goku et Vegeta en disant que Vegeta est inférieur, ça peut se défendre. Et quand même, Vegeta a de la ressource, Vegeta évolue. Bulma est confiante, j'ai bien aimé ce lien-là qu'elle opère avec son mari, la confiance en lui-même de Vegeta que je n'ai pas trouvé surdimensionné pour une fois, mais à la hauteur de la situation. Le combat face au Tamagami est sympa, et je ne vous dirai pas que c'est du jamais vu. Je le trouve très technique, très souple, une fois n'est pas coutume, mais dans la veine de ce que Vegeta a produit dans le film Super Héros, et j'ai l'impression que Daima pose beaucoup de bases à ce qu'il y a dans DBS ensuite, et je ne vous parle même pas du lore, genre Rimus et tout ça, non, même pas. Je pourrais, mais c'est pas le cas aujourd'hui, je vous parle vraiment de ce que deviennent les personnages par la suite. Une quête de rédemption pour Vegeta, un personnage qui se bat de mieux en mieux techniquement, beaucoup moins bourrin mais plus efficace, sa recherche de l'ultra instinct dans l'animé DBS, qui n'aboutit pas mais le fait évoluer tout de même. Il y a des réussites à connaître un échec, ses combats et entraînements avec et pour l'ultra ego, et ce fameux combat face à Son Goku dans Super Héros qui a été vachement remarqué par Whis et Beerus. Je trouve que l'on peut voir un style vraiment différent entre Vegeta et Goku. C'est plutôt pas mal, on n'a pas l'impression de voir des clones. Goku avec ce génie instinctif et Vegeta avec une approche du combat quasiment militaire, millimétrée, d'où le guerrier ultime qu'il forme lorsqu'il fusionne évidemment. Beaucoup de moqueries autour de Vegeta par rapport au Kraken, mais il tient en forme de base face au Tamagami numéro 2. Alors il n'y a plus l'effet du gaz et tout ça qui retient les mouvements, mais quand même, je trouve que la prouesse est énorme du côté de Vegeta. Et attention, si le Kraken est si mis en avant, c'est potentiellement pas pour rien. D'habitude, les créatures un petit peu loufoques dans Dragon Ball et dangereuses, on les expédie assez vite. Là, ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir des éléments à décortiquer. En plus, ce combat, je le trouve peu fair-play par rapport au premier. Le Tamagami numéro 2 donne quasiment l'impression de se battre de concert avec le Kraken. Dans l'état d'esprit, j'ai l'impression que le Tamagami numéro 3 n'aurait jamais permis au Kraken d'interagir. Il aurait voulu aller au bout, quitte à finir prématurément en abandonnant, peu importe, mais le faire avec les honneurs en 1 contre 1. Là, on a quand même Neba qui nous dit oui, le combat face au Tamagami, c'est du 1 vs 1, et d'un coup, t'as une putain de créature mystique qui débarque là de sous l'eau et qui vient gober Vegeta, et t'as le Tamagami qui regarde quasiment content. Il y a un problème avec ça, il envoie la balle au rebond vers le Kraken et la balle c'est Vegeta. Je trouve qu'on n'est pas du tout dans l'esprit du cadre du précédent combat, ça suit probablement une logique scénaristique, il faudra voir ce qu'est celle en lien avec le premier Tamagami. Il a l'air bien en difficulté à en juger par la preview du prochain épisode, que l'on va se décortiquer dans les prochaines heures sur la chaîne. Ce combat pose de grosses bases concernant Vegeta, de très solides appuis pour un guerrier qui ne s'est pas transformé, qui n'a pas utilisé de techniques de combat plutôt massives, loin de là. Le Tamagami 2 en a sûrement beaucoup plus sous le pied évidemment. Il faudra voir ce qu'est la deuxième épreuve, si jamais il en a une, comme le Tamagami numéro 3. Peut-être va-t-on considérer que c'est le Kraken. Il est tellement gargantuesque que des aventures pourraient se dérouler à l'intérieur. Un épisode prochain titré Véritable Force, c'est plutôt intéressant. À nouveau, on pourrait jouer sur de multiples tableaux qui débarquent ce vendredi 27 décembre 2024. D'après les rumeurs, si l'on les croit, on en serait à plus de la moitié de cette série. Déjà, Dragon Ball en Jump Festa s'est illustré avec le retour de Dragon Ball Super en février 2025, mais sous des conditions assez limitées. Je vous laisse consulter cette vidéo si besoin. Petit mot de passe en cette fin de review, Majin Kuduro, je pouvais pas passer à côté de celle-là. À l'époque avec Don Omar, pour ceux qui s'en rappellent. Bon, si vous avez plus de 18 ans, je vous laisse aller chercher la signification de Kuduro sur Google. Bon, il n'y aura rien de très fou, mais vous allez voir, c'est peut-être ce qu'a ressenti Tamagami numéro 1 à un certain moment dans son combat face à Majin Buu. Vous viendrez m'en dire des nouvelles en zone commentaire. Merci vraiment de m'avoir suivi du début à la fin de cet épisode. Plutôt sympathique, pas non plus révolutionnaire car l'on a l'impression de marcher dans les pas des épisodes précédents, sur les 3 gros aspects. Neba, on avait plus ou moins compris ça. Arinsu, c'était plutôt téléphoné. Majin Buu est plutôt une surprise, ça c'est vrai, face au Tamagami, ainsi que dans son comportement. Et puis le Vegeta face au Tamagami numéro 2 n'a rien bouleversé à ce stade, bien que le Kraken pimente un petit peu le tout. J'espère qu'il ne trouvera pas Jack Sparrow à l'intérieur de son estomac et vous retrouver dès la prochaine vidéo, potentiellement preview de l'épisode numéro 12. Merci vraiment pour tout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.